J'ai arrêté pendant un certain temps parce que il y a besoin de se remettre en question, il y a besoin de revoir toutes les choses. J'ai arrêté le travail, tout. En quelque sorte, il a fallu que je me retrouve. Et puis finalement, c'est le sport qui m'a relancé, qui m'a redonné un goût et, entre guillemets, qui me fait vivre maintenant. C'est-à-dire, je pense, course à pied le matin, le midi et le soir. J'adore la compétition. Ce qu'oublie de dire Jacques, c'est que s'il n'était pas présent, on ne peut pas courir. Il dit que c'est grâce à nous, mais s'il n'était pas là, on ne ferait rien. On ne pourrait pas courir. Oui, c'est l'occasion de remercier tous les guides que j'ai. J'en ai une douzaine de guides et j'en profite pour dire bravo à eux de se pencher sur nous et de nous aider. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode non pas un, mais 2 invités, Jacques et Jean-Luc. Malvoyant de naissance, Jean-Luc a totalement perdu la vue à l'âge de 53 ans. Grand adepte de sport depuis toujours et plus particulièrement de course à pied, il a croisé il y a quelques années la route de Jacques, coureur aguerri, qui a toujours accordé beaucoup d'admiration aux personnes non-voyantes. C'est en 2019 que naît leur binôme guide non-voyant qui les mènera sur les lignes de départ de multiples courses sur route. Jacques et Jean-Luc vont partager avec nous aujourd'hui bien plus qu'une course, mais un véritable défi. Prendre ensemble le départ de leur premier trail. Et pour ajouter s'il le fallait du challenge à ce projet, ce trail qui se tient en Bretagne est composé de 2 courses, un format nocturne de 11 km suivi dès le lendemain matin de sa version diurne longue de 15 km. Ce qui unit Jacques et Jean-Luc en course, c'est une corde qui fait office de lien. Ce lien ne se rompt pas une fois la course terminée. Il ne fait que se renforcer. Vous l'entendrez, cet épisode de Course Épique est un formidable moment de solidarité, de partage et de complicité entre mes 2 invités, habités par la même passion. Mais je ne vous en dis pas plus. Jacques et Jean-Luc vont vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Lien de cœur. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Harmonie Mutuelle. Acteur de santé globale, Harmonie Mutuelle protège plus de 5 millions de personnes et accompagne ses adhérents, entrepreneurs et entreprises clientes en apportant des solutions innovantes en santé, prévoyance et prévention. Être en bonne santé, c'est aussi vivre dans une société en bonne santé. Une société plus juste, plus solidaire. Avec Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Bonjour Jacques et Jean-Luc, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi d'échanger avec vous aujourd'hui depuis la proche banlieue de Rennes. On dit la banlieue, en tout cas les environs. Je ne divulguerai pas ton adresse, Jacques. Merci en tout cas de me faire le plaisir de me recevoir aujourd'hui. On enregistre ce podcast le 25 novembre, qui est la date de présentation de la théorie de la relativité générale par Einstein à l'Académie royale des sciences de Prusse. On ne va pas du tout parler de ce sujet aujourd'hui. Voilà, moi, je n'aurais pas eu grand-chose à apporter à la table sur cette thématique. Le 25 novembre, c'est aussi la journée à laquelle est associé le dicton « Quand Sainte Catherine au ciel fait la moue, il ne faut patauger longtemps dans la boue ». De la boue, aujourd'hui, on va en parler puisqu'on va chausser les chaussures de trail avec vous. Vous allez nous faire vivre votre course épique en Bretagne et ça va être un bon moment. Est-ce que vous pourriez, et l'un et l'autre, vous présenter, peut-être commencer par toi, Jacques. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de toi, une présentation un peu administrative de ton parcours? Jacques, j'ai 70 ans depuis peu et je cours depuis 35 ans. Je suis donc à la retraite et j'ai passé toute ma vie professionnelle à la banque, plusieurs banques d'ailleurs, mais ça n'a pas grande importance pour l'histoire du jour, puisque en fait on est là surtout pour parler du sport et de l'inclusion des handicapés dans le sport, qui me tient particulièrement à cœur. Jean-Luc. Bonjour, moi je suis Jean-Luc, donc j'ai 63 ans. Ça fait 1 an que je suis en retraite officielle. Mais ça fait 10 ans que j'ai arrêté le travail puisqu'il y a 10 ans, j'ai perdu la vue. Donc, j'aimais le sport et j'ai eu la chance de trouver des guides comme Jacques
pour m'aider à continuer cette passion. Tu l'aimes toujours. Tu l'aimais et tu l'aimes toujours. Je l'aime toujours, ce sport. Cette activité qui est très accessible pour un non-voyant, il suffit de courir en tenant une petite cordelette avec un bon guide et puis c'est parti. Jean-Luc, je te propose de revenir à ton enfance. Tu es né malvoyant et tu as grandi dans une famille qui était très portée vers le sport. Est-ce que tu peux nous parler de la place que tenait le sport dans tes jeunes années et puis quelles étaient toi tes disciplines de cœur quand tu étais plus jeune? Ce qui est marrant, c'est que c'est vrai, j'ai toujours couru. J'étais malvoyant, donc je voyais très peu. Je portais des lunettes et puis comme je me rappelle de ça, j'avais 8 ans. On déposait sur le bord d'une fenêtre nos lunettes et puis on se mettait à courir, mes frères et moi. Et on récupérait les lunettes. J'ai cette vision, ce rappel un petit peu, ce souvenir. C'était courir dans la nature, ton plaisir? On courait autour de 3-4 maisons. Voilà, on devait faire sans doute, maintenant j'ai les notions de mètres. Je pense qu'on faisait 400 mètres, on faisait 3-4 tours et j'avais 8 ans. Et c'est à partir de là que j'ai dit, mais c'est un plaisir. Et j'ai continué ça en primaire. En primaire, j'ai continué à courir et on nous a même inscrits pour combattre contre les autres écoles, les autres classes de CM2. Et on a eu la chance, de toutes les écoles d'autour de Rennes, on a eu de la chance de finir premier. Notre école a fait premier, j'ai fait 3e de la course. Tu avais cette émulation supplémentaire, le goût de la compétition et de la performance, c'était important pour toi? Ça m'est venu très rapidement. Je pense que je l'ai toujours eu envie de combattre pour moi-même déjà, d'aller au bout de ce que je puisse donner. Et puis après j'ai connu les compétitions et j'ai dit c'est ça qu'il me faut et j'en ai fait. J'en suis à 227 compétitions depuis que je cours, environ depuis 1980 je crois. Est-ce que tu avais des contraintes ou une forme de retenue à l'époque? Je l'ai dit, tu étais malvoyant à l'époque. Est-ce que ça imposait des limites dans ta pratique ou tu pouvais les vivre de façon pleine? Non, c'était très gênant. Mais je m'engageais que des courses de journée. Je ne m'engageais pas à une course, par exemple, à 18h, 18h30, 19h, 20h ou même la nuit. Non, ça c'était impossible pour moi de courir sans que je risque de taper dans quelque chose. Donc je courais seul parce que je voyais 2 dixièmes à l'œil gauche et 1 dixième à l'œil droit. Et voilà, donc c'était ma passion. Je notais toutes mes courses, mes résultats. J'étais un passionné. Et voilà, même j'allais au travail aussi en courant 2 à 3 fois par semaine. Le matin de bonne heure, je courais je faisais 8 km pour aller au travail. Je me mettais en bleu de travail, je travaillais et après je repartais en survêtement ou en short. Tu allais jusqu'à Citroën, c'est ça? Pas loin, c'était une zone industrielle, pour ceux qui connaissent, c'est Verne-sur-Sèche, donc je faisais pas loin de 8 km pour aller, 8 km pour revenir. Est-ce que c'était important pour toi de partager la course à pied? Est-ce que toi tu le vivais individuellement ou est-ce que c'était aussi un plaisir de collectivement le partager, le temps d'entraînement ou de course? Est-ce que tu vivais ça à plusieurs? Au niveau travail, ça a interrogé un peu tout le monde. Et j'ai parlé de cette passion et ça a créé des envies à d'autres de le faire également et à l'entreprise de nous inscrire à une compétition, notamment à Verne-sur-Sèche. Donc j'ai fait cette compétition à Verne, c'est parce que l'entreprise avait envie de nous inscrire et de nous faire participer du fait que j'en avais parlé. Voilà, donc j'ai couru ces 10 km et j'ai fait une très belle course et j'étais très content. Jacques, qu'est-ce qui s'est passé il y a 35 ans? L'illumination, elle est venue d'où? Alors, tout d'abord, j'ai toujours fait du sport. J'ai joué au football en club jusqu'à ce que je me casse la jambe un jour de football. Tout seul ou on t'a aidé? C'est un coup de pied dans le ballon un peu retenu par quelqu'un d'autre. Voilà. Bon. Après, j'ai toujours par épisode fait à l'époque, ça s'appelait le cross, donc les courses nature. Puis après, j'ai joué au tennis longtemps. Et pour finir, je me suis j'ai relevé un défi en rentrant de vacances une année. En août, je dis, tiens, je vais courir le Saint-Paul-Morlaix. Saint-Paul-Morlaix, c'est un semi-marathon qui a lieu donc dans le Finistère. Et je me suis entraîné à partir du mois d'août jusqu'à la Toussaint, qui est le jour de la course en question.
et que j'ai faite dans un temps qui me convenait parfaitement, et j'ai boité pendant 8 jours. Donc, à partir de ce jour-là, je me suis dit, je vais m'entraîner correctement et je vais commencer à courir. Et ainsi, j'ai couru, j'ai fait des semis, des 10 km. Puis ma vie professionnelle m'a ramené dans la Manche, où j'ai fait la connaissance de mon ami Noël, qui lui ne courait pas. Et puis, c'est là que j'ai commencé à allonger un peu les distances, et c'est là que j'ai fait mon premier marathon, le marathon de Cherbourg, mondialement connu également. Et c'est comme ça que j'ai commencé à courir des marathons. Et puis marathon, semi-marathon, remarathon, et ainsi de suite pendant un certain temps, avec le rêve de partager ma course, je dis bien de partager ma course, avec un non-voyant. J'avais un vieux tonton non-voyant, qui est décédé il y a bien longtemps, et je m'étais toujours dit que je courrais avec des non-voyants. Et grâce à Monique, j'ai rencontré Nasreddine, qui lui-même m'a fait rencontrer Jean-Luc. Et ainsi de suite, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à courir avec des non-voyants et aujourd'hui à créer un groupe de non-voyants pour qu'on s'aligne tous ensemble sur des courses. En fait, on pense que la course à pied, c'est une épreuve individuelle, mais à travers tout ce que je fais, qu'il s'agisse des non-voyants ou de mon petit club des coureurs du Grand Ouest, la course à pied, c'est un collectif. On court les uns pour les autres, les uns avec les autres, et c'est véritablement quelque chose de collectif. Pour revenir à la course à pied avec des non-voyants, on pense tous les jours qu'on est deux coureurs, mais comme on ne peut pas se lâcher et qu'il faut aller au bout tous ensemble, eh bien on n'est pas deux coureurs, mais on est un coureur. Et donc dans ma philosophie, ma façon de voir les choses par rapport à tout ça, c'est véritablement de se dire on n'est pas un, on n'est pas deux, on est vraiment un. Et c'est comme ça que je vois les choses. Et ça fait vraiment... tout le monde est là à me dire « Oh, bravo, c'est bien ce que tu fais ». Et je dis « Non, non, non. Celui qu'il faut féliciter, c'est l'autre. C'est celui qui ne voit pas et qui délègue complètement sa confiance et qui écoute ce que tu vas lui dire. Attention, il y a un trou, attention, on tourne à gauche, on tourne à droite. Puis c'est quelque chose de fabuleux pour ce qui me concerne. Jean-Luc, tu as perdu la vue totalement à l'âge de 53 ans. C'était impensable pour toi de ne pas continuer à pratiquer le sport ? J'ai arrêté pendant un certain temps parce qu'il y a besoin de se remettre en question, il y a besoin de revoir toutes les choses. J'ai arrêté le travail, tout. En quelque sorte, il a fallu que je me retrouve. Et puis finalement, c'est le sport qui m'a relancé, qui m'a redonné un goût et entre guillemets, qui me fait vivre maintenant. C'est-à-dire, je pense, course à pied le matin, le midi et le soir. J'adore la compétition. Ce qu'oublie de dire Jacques, c'est que s'il n'était pas présent, on ne peut pas courir. Il dit que c'est grâce à nous, mais s'il n'était pas là, on ne ferait rien. On ne pourrait pas courir. Ouais, c'est l'occasion de remercier tous les guides que j'ai. J'en ai une douzaine de guides. Et j'en profite pour dire bravo à eux de se pencher sur nous et de nous aider. Tu as parlé de ce groupe donc Harmonie Mutuelle Blind Runners, Jacques, dont tu es à l'initiative. Est-ce que tu peux nous raconter comment il est organisé et puis nous dire est-ce que c'est facile de mobiliser et puis de fidéliser à la fois les guides comme des coureurs ? Comment est-ce que tout ça se met en musique ? Est-ce que c'est un vrai challenge ou est-ce que tout le monde est toujours très partant, très enthousiaste Alors, l'idée de base était de dire on participe avec Harmonie à un certain nombre de compétitions, et notamment le Semi de Paris, qui a lieu normalement au mois de mars. Et j'ai eu l'impression à un moment donné que les organisateurs de Paris s'attribuaient notre aventure comme si c'était eux qui en étaient à l'initiative. Alors qu'en fait, nous sommes pris en charge, notamment financièrement, totalement par Harmonie Rennes. Donc j'ai dit à Gaël, écoute, je vais faire quelque chose pour qu'on soit reconnu en local. Donc Jean-Luc m'a fait connaître Benoît, qui est non-voyant. Jean-Luc m'a également fait connaître Christophe. Et donc l'idée a été de se dire, pour faire voir un petit peu tout ce que l'on fait et pour toujours mon objectif d'inclusion face au handicap, mon idée était de dire, on va se faire voir et on va faire voir à tout le monde que malgré le handicap, malgré la cécité, on est capable d'être comme les autres, même si on cède, parce que je pense qu'on cède les uns les autres. Donc j'ai mutualisé donc les
les non-voyants et les guides. Et donc, on a commencé l'année dernière à Champy, et on s'est inscrit sur un certain nombre de 10 kilomètres. Et c'était véritablement un grand rendez-vous pour nous d'arriver tous ensemble. En plus, moi, normalement, réglementairement, on a la possibilité de se mettre devant et de partir 1 ou 2 minutes avant la meute, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça permet à tout le monde de voir ce que sont capables de faire nos copains non-voyants et qui nous délèguent totalement leur confiance. Et c'est fabuleux, ça remue le cœur quand tu passes la ligne d'arrivée. Et je ne te parle pas du marathon de Paris que j'ai fait en 2019 avec Nasreddine. On s'est jetés dans les bras l'un de l'autre, on a pleuré tous les deux. Tu vois, c'est fabuleux ce qu'on fait, c'est fabuleux. D'ailleurs, Nasreddine, c'était son objectif absolu. Ce marathon, il a plus envie ensuite, c'est ça? Il voulait aller. C'était son rêve de réaliser ce projet-là. Paris, c'était son rêve. D'autant qu'il a vécu à Paris et que c'est presque lui qui me donnait les noms des rues quand on y passait. Donc c'était. Je dis oui, c'est ça, c'est bien l'avenue de Friedland. Oui, tu as raison. Et c'est vraiment. Ça fait un beau moqueur exceptionnel. Vous vous êtes rencontrés en 2019. Qu'est-ce qui fait que un duo, il peut bien fonctionner? C'est quoi qu'est-ce qu'il faut pour être bien guidé et puis pour être un bon guide? C'est quoi l'alchimie? Est-ce qu'elle peut ne pas prendre? Et qu'est-ce qu'il faut surtout pour que ça marche? Dans un premier temps, il faut, à travers un certain nombre d'entraînements, s'adapter à la foulée du non-voyant qui est avec nous. Nasreddine est plus grand que moi, Nasreddine a 25 ans de moins que moi, donc ça fait tout de suite une différence. Bon, donc je vais dire que c'est plutôt lui qui s'est adapté à moi au niveau de la condition physique. Et après, moi, j'adapte mon pas par rapport à lui. Et des fois, je fais des tout petits pas pour rattraper sa foulée, comme je fais avec Jean-Luc d'ailleurs, même si on a à peu près la même taille. Et donc, en fait, ce que je dis, c'est que je cours avec mon camarade, avec notre petit lien. Mais en fait, j'ai mes yeux qui courent devant moi. Mes yeux courent 5 mètres devant moi pour prévenir de tout ce qui va pouvoir se passer. Un tourne à gauche, un tourne à droite, un trottoir, un trou. Et donc, je préviens toujours un petit peu avant puisque je vois. Et parfois, sans rien dire, je pousse un petit peu avec le bras droit parce que ça tourne très légèrement à droite. Et donc, mon camarade se laisse faire sans rien dire. On a quand même un peu d'habitude sur ce plan-là. Et quand on a un léger tourne à gauche, je tire un petit peu sur le lien de façon sensible. Et donc, on passe comme ça. Après, il peut arriver des mésaventures. Quand je dis, attention, on tourne à droite. C'était à gauche. Voilà. Ça demande beaucoup de concentration de ta part aussi. C'est aussi très exigeant en plus de l'effort physique. Oui. J'ai de la concentration, mais je pense que c'est la même concentration que peut avoir mon camarade. Donc, on est tous les deux avec une vraie concentration en plus de l'effort physique. Jean-Luc, est-ce que c'est aisé pour toi de passer d'un guide à l'autre selon les entraînements, les courses? Est-ce que c'est à chaque fois une petite gymnastique ou maintenant vous vous connaissez tous suffisamment pour que ce soit très fluide et instinctif presque? Déjà, on demande beaucoup au guide. Le guide, c'est pas seulement la personne qui est à 50 cm de nous, c'est également nos yeux. Voilà. Il faut faire une confiance à l'autre. En gros, je ferme les yeux et je cours et j'écoute ces informations. J'écoute à la lettre tout ce qu'il dit. Effectivement, il est arrivé où il me disait de tourner à droite et puis c'était à gauche. Mais ça reste anecdotique. Ce qui est important pour nous, c'est de trouver des guides parce que Jacques est à l'origine de la création de ce petit regroupement de guides et regroupement de non-voyants. Ça nous permet de trouver presque un guide à la demande. Il m'est arrivé de poster une annonce « J'aimerais courir samedi matin, je manque d'entraînement » et tout de suite j'ai eu 2 ou 3 guides à répondre « Moi je te prends à 9h ». J'étais obligé de refuser l'autre guide en disant « C'est trop tard, il y en a un qui a accepté avant toi » et tout. Et ça c'est très riche parce que j'ai tellement été en manque pendant des années de guides. Donc d'en avoir presque à la demande, c'est ce que je remercie Jacques d'avoir créé. Je vais rajouter une petite chose. Moi qui prends beaucoup de plaisir à courir avec toi ou Benoît ou même Nasreddine si jamais il s'y remettait, lorsque j'ai
plus de guides que de non-voyants, eh bien, j'accepte de courir derrière, de rester derrière et de faire un petit peu le gendarme pour protéger le duo. Et j'accepte de courir derrière sans mon plaisir, sans mon non-voyant. Parce que je veux surtout ne pas décourager les bonnes volontés. Si j'ai quelqu'un qui se propose de courir avec un non-voyant et que je l'aurais bien fait moi aussi, eh ben je préfère le laisser courir parce que je trouve que il faut encourager les bonnes volontés. Les points de vigilance pour toi, Jacques, sur une course, c'est le Les points de terrain vi- beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte, d'autres éléments? Le terrain, effectivement, et parfois les gens. Parce que les gens peuvent parfois rétrécir notre lieu de course, le chemin sur lequel on doit passer. Et puis les points de vigilance, effectivement, c'est le terrain. Surtout quand on fait un trail et qu'il y a parfois quelques obstacles ou quelque chose un petit peu amusante. Il nous est même arrivé de nous perdre. Moi, je pensais pas faire de trail ou des chemins hors route. Voilà. Et c'est Jacques qui nous a emmenés dans cette aventure et finalement, c'est des bons souvenirs. Il se passe énormément de choses entre le départ et l'arrivée parce que c'est compliqué, parce qu'on va au bout de soi et parce qu'il faut bien écouter les ordres et tout. Et Instruction. comment ? Instruction, pas les ordres. Voilà. Et donc c'est très bien qu'il nous a mis à faire ce premier pas d'aller vers les trails. Tu l'as explicité un peu avant, Jacques, donc vous avez un lien qui vous lie, comme son nom l'indique. Est-ce qu'il y a d'autres façons, est-ce qu'il y a d'autres alternatives ou c'est le choix que vous avez fait? Est-ce qu'il y a d'autres combinaisons possibles? Est-ce qu'on peut imaginer se tenir par le bras ou que le lien se fasse autrement? Est-ce que c'est à la libre appréciation de chaque binôme? Alors il n'y a rien d'officiel. Pour les compétitions, il n'y a pas une charte ou autre pour dire faut un lien telle sorte, telle sorte. Donc on prend un peu ce qu'on veut. Moi c'est une petite cordelette qu'on tient chacun un bout, elle fait 30 cm, ça c'est pour les longues courses. Voilà, j'ai d'autres liens un peu plus longs, un peu plus courts, autres. Mais il y en a qui se tiennent le bras, le poignet. Voilà, moi je préférais ce petit lien et m'accrocher au poignet lorsque c'est compliqué, il y a un grand virage ou il y a un obstacle à franchir. Là, je m'accroche au poignet du guide. Jean-Luc, j'ai entendu que tu avais systématiquement une forme d'inquiétude un peu préliminaire au départ des courses et l'éternelle question qu'on a parfois en course aussi sur le pourquoi je suis là. Et puis très vite, on sait très bien tous pourquoi. Comment tu expliques quelles sont les choses qui, toi, te préoccupent à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as à l'esprit? Moi, j'ai toujours peur, j'appréhende toujours, j'ai beaucoup de pensées avant la course. Le seul moment pour moi qui est agréable, tout est agréable, hein, cette préparation, cette réflexion, tout ça est agréable. Mais lorsqu'on a fait 500 mètres ou 800 mètres, c'est là que je commence à me libérer, à dire ça y est, je suis dedans. Et c'est là, à partir des 800 premiers mètres, une fois dépassé ces 800 mètres, voilà, et je vis pleinement cette course et je la savoure, entre guillemets. Est-ce qu'on peut dire que tu en arrives jusqu'à oublier ton handicap le temps de la course? Ah, je l'oublie totalement. Et d'ailleurs, je le dis des fois au guide. Je dis, mais j'ai couru. Parce qu'il faut savoir que le petit lien qui nous relie n'est pas tendu. Bien souvent, pendant la course, je vais dire, une fois passé le premier kilomètre où il y a eu un petit stress, voilà. Après, je me relâche et ce lien, il n'est plus tendu, il flotte un petit peu entre tous les deux. Il n'y a que quand c'est un virage ou autre, qu'on me prend le poignet ou qu'on me retire sur le lien. Mais autrement, bien souvent, moi et le guide, on se dit, tiens, on court comme si on était l'un à côté de l'autre, sans lien. Et ça fait effectivement oublier la cécité. C'est un moment d'évasion. Tout à l'heure, Jacques parlait de Paris. J'ai fait effectivement le marathon de Paris aussi. On me racontait tout ce qui se passait, je le vivais. Les lieux où on passait et tout, j'imaginais tout. J'avais l'impression de voir tout ce qu'on me décrivait. C'est des moments très forts et très, très agréables. Des souvenirs. Pour revenir sur le lien, effectivement, quand on court ensemble, je sais tout de suite quand tu es inquiet. Je sais tout de suite quand tu te détends. Et je sais que régulièrement, je te dis, bon,
là, ça va Jean-Luc, tu peux me lâcher, c'est bon. Allez, détends-toi, c'est bon. Et puis quand il retrouve un moment de stress ou d'angoisse, sa main s'accroche à mon bras et je sais qu'il est angoissé et qu'il a quelque chose qui le gêne. Donc je calme, je cherche à rassurer. Et puis c'est fort quand même hein, de faire des choses comme ça. Quels sont selon vous les ingrédients qui sont indispensables pour qu'une course soit réussie? Qu'est-ce qu'il faut y trouver à tout prix selon vous pour que ce soit une belle course à un bon moment? Alors, il y a une préparation avant. Moi, j'aime bien rencontrer le guide. D'ailleurs, quand Jacques s'est proposé, je n'ai pas été tout de suite à une compétition. J'ai dit, je vais faire 1 ou 2 ou 3 entraînements avant. Parce qu'il y a cet état d'esprit qu'on doit avoir tous les deux. Je vois l'envie du guide, l'envie de faire, l'envie de me guider, l'envie de bien décrire et tout ça. Et on met des choses au point, aux entraînements. Et après, à la course, on met en place ce qu'on a prévu et tout se passe très bien. C'est des moments où ils sont bien réfléchis, ils sont bien calculés. Les obstacles, il sait comment me les prévenir. Voilà. Et il me connaît mieux, donc il me regarde et il sait tout de suite s'il faut aller plus vite, aller moins vite, s'il faut doubler, enfin voilà. Je crois qu'il faut préparer avant et après ça se passe très bien. Il faut quoi pour toi, Jacques, pour qu'une course soit belle? Eh bien, l'essentiel n'étant pas de participer, l'essentiel c'est de la finir surtout. Et donc c'est l'objectif principal. Après, pour que ça se passe bien et pour que j'en sois heureux, effectivement, c'est l'échange qu'on peut avoir en courant, de raconter ce qui se passe, le fait d'être bien ensemble et de pouvoir aller jusqu'au bout. De toute façon, ça fait tellement longtemps que je cours et puis ça fait tellement longtemps, enfin ça fait un petit moment que je cours avec notre groupe de non-voyants. C'est un plaisir renouvelé à chaque fois. Et puis quand on arrive à réunir au moins 3 personnes, j'aimerais bien arriver au moins à faire 4 duos prochainement là, de voir le regard des autres sur nous. C'est exceptionnel cette façon d'être par rapport aux autres. En fonction de la course, moi j'ai remarqué que sur des petites distances, enfin c'est relatif, mais je trouve qu'un 10 km c'est une petite distance. Là on reste concentré sur la position, bien se tenir droit, accélérer, ralentir, tourner à gauche, on parle des dévers et tout ça. On reste concentré sur des mots et sur des phrases de course. Mais dès que ça dépasse, j'ai vu faire des 14, des 21 et même plus jusqu'au marathon. Là, on s'évade et on parle d'autre chose. On quitte un peu, bien sûr, on court, mais on s'évade. On quitte et on parle d'autre chose. Des choses qui se sont passées dans la semaine ou autre. Mais sur les 10 km, jusqu'à 10 km, on reste concentré et on parle presque uniquement de ce qu'on fait. Est-ce que tu as les sens en éveil? Je pense notamment à l'audition. Est-ce que tu profites des encouragements? Tu as conscience de tout ça? Tu te nourris particulièrement de ça dans ces moments de course? Ça se travaille, je ne l'ai pas eu au début. Il y a une dizaine d'années, je dis mais je ne vois plus, puis j'entends pas tout. Et là, j'ai travaillé tout ça. On m'a expliqué comment fallait faire, comment isoler les paroles lointaines et puis les paroles proches. On m'a parlé de beaucoup de choses. J'ai été 40 jours à Marly-le-Roi. C'est un centre justement pour les personnes qui perdent la vue subitement, comme ça, pour m'expliquer tout ça. Et j'ai mis ça en place. Et maintenant, c'est vrai que j'arrive à être concentré, à entendre les personnes proches et à oublier les personnes lointaines, alors qu'on les entend quand même. Mais c'est vrai que quand c'est une aventure, comme je me rappelle du dernier semi qu'on avait fait avec Jacques, il y avait des orchestres, il y avait des oiseaux, il y avait des voitures, il y avait des applaudissements, il y avait des cris « Allez Jean-Luc, allez Jacques », et tout ça, je les entendais, je les vivais. Effectivement, moi j'essaye de faire participer mon camarade de course à pied en lui parlant de ce qui se passe sur le bord de la route, sur le bord du chemin. Et il arrive très fréquemment qu'il y ait des enfants qui tendent la main pour taper. Alors toi tu ne vois pas, tu ne sais pas. Et alors c'est à ces moments-là que je dis tends ta main à droite, tends ta main à droite. Et puis en fait c'est les enfants qui viennent taper dans la main dans la main de Jean-Luc. Je trouve que là aussi c'est du contact, c'est de la chaleur, c'est très très chouette ça aussi, tu vois.
La course était un plaisir, c'est aussi un jeu. C'est ce que explique Jacques, c'est-à-dire un moment inattendu des fois, mais très agréable. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'accès aux courses, il pourrait être mieux fait aux personnes malvoyantes et à leurs guides? Est-ce que c'est aujourd'hui encore un sujet? Quels sont les freins et les limites qui pourraient être levés? Je vais en parler, puisque quand on a commencé à courir tous ensemble, là, je prenais toujours contact avec les organisateurs pour avoir un aménagement lors des départs. Alors certains de mes camarades me disent non, on ne veut pas partir devant, on veut partir derrière. Moi, je pense que si on veut mettre en valeur le handicap et le faire voir et le faire, en le faisant voir, de faire oublier le handicap, il faut au moins partir devant. Bon, mon camarade Benoît me dit non, je ne veux pas partir devant, je veux partir derrière, je vais me faire bousculer. Donc, on s'adapte, on fait comme ils veulent. Mais bon, c'est mieux de partir devant. Et souvent, les organisateurs ne savent pas, mais en fait, c'est un règlement. Quand il y a des non-voyants, les non-voyants doivent partir devant. C'est plutôt aussi pour la sécurité. Oui. Lorsqu'on part devant, on va être doublé uniquement. On ne va pas doubler. Donc on n'a pas besoin d'anticiper pour doubler, passer plus à gauche, passer plus à droite, accélérer pour doubler autre. Donc on est doublé que par des meilleurs. Et finalement, on ne gêne pas, d'après ce qu'on nous a dit. C'est plus facile de nous doubler. Et puis, nous, on n'est pas gênés. On n'est pas gênés parce que tous ceux qui passent sont 2 km à l'heure en vitesse plus que nous. Donc, voilà. Moi, je préfère les départs anticipés parce que c'est plus clair, c'est plus posé et il y a plus de sécurité. Que de partir dans le milieu de la foule ou à l'arrière, on se met à doubler, mettons à 12, 13 à l'heure et on risque de taper dans les pieds des coureurs de devant qu'on double ou autre. J'ai déjà chuté à cause de ça, plusieurs fois. Ça m'est arrivé de partir non pas devant, mais un petit peu dans la meute. Et donc, ça fait partie des instructions que je donne quand on court. Mais c'est des instructions que je donne aux autres, à ceux qu'on va doubler, en leur disant « Attention, je passe à droite, attention, je passe à gauche. » Et parfois, ça n'arrive pas jusqu'à leur cerveau. Parce que et donc, presque, on leur donnerait des coups de pied. Ou alors... mais... Pas de violence, Jacques, retiens-toi. Non, mais c'est parfois un petit peu plus compliqué, effectivement, de partir dans la meute. C'est plus agréable de se faire doubler que de se retrouver dans une situation où, effectivement, il faut doubler. Ce qui serait important, c'est de clarifier un petit peu cette course d'handisport, parce que je cours depuis des années, et c'est un peu, on fait ce qu'on veut. Mais moi, je n'aime pas, j'aimerais bien que ce soit posé et écrit, et voilà. Parce que, par exemple, courir devant tout le monde, partir 1 minute ou 2 minutes avant tout le monde, pour moi, c'est une sécurité. Il y a certaines communes qui refusent catégoriquement. Ah non, on va pas vous mettre à part, on vous met dans le lot. Et non, c'est dans le règlement. Le règlement stipule que les non-voyants partent devant. Voilà. Bon. Après, c'est un problème de conviction et d'interprétation libre voilà, du règlement. Et d'adaptation de chacun. Tout ça n'est pas bien posé. Et puis, il y a aussi le statut du guide. Moi, je faisais partie pendant de nombreuses années au Stade Rennais Athlétisme. Et j'avais des coureurs de haut niveau qui voulaient me guider. Et ils m'ont guidé. Et ça a joué des tours sur leur classement annuel parce que son nom a été bien enregistré et ça a baissé sa moyenne parce que courir à 12, 13 à l'heure avec moi, et eux, c'était des coureurs qui couraient à 18 à l'heure sur un 10. Donc, ça a baissé sa moyenne et tout. Donc, j'en ai parlé en handisport, j'ai eu des réunions, mais ça n'a rien bougé. Et c'est embêtant parce que maintenant, ces personnes ne veulent plus guider parce qu'ils savent qu'ils vont être embêtés par pénalisés par ce classement qui ne leur convient pas. C'est pas leur course. Parce que moi, j'ai toujours à dire, notre guide court pour nous.
C'est notre chrono, c'est pas si Jacques court tout seul, ça va pas être le même chrono que s'il court avec moi. C'est-à-dire que j'aurai un meilleur résultat quand je cours avec toi. Évidemment. C'est toi qui m'entraîne. Avec Jacques, c'est vrai, oui, c'est vrai qu'on est tous les deux et on se motive tous les deux pour essayer de faire un chrono. C'est vrai. Mais avec les autres guides, j'en ai pas mal. J'ai Philippe et tout ça. C'est eux qui sont meilleurs que moi et ils ralentissent un petit peu pour m'accompagner à ma vitesse. Mais c'est vrai que ce statut de guide est à revoir. Oui, il faudrait que la Fédération française d'handisport se penche, notamment aussi de mettre un maillot tous pareil pour les guides. Alors on va dans une ville, les guides ont un maillot ordinaire, on va dans une autre ville, c'est bien décrit, c'est marqué aveugle ou guide aveugle dans le dos, tout est bien posé. Donc il faudrait mettre une règle pour que ce soit harmonisé pour tout le monde. Voilà. Mais j'ai quand même fait faire des débardeurs marqués dans le dos. Attention, je vois pour deux. Et donc j'en ai autant que les non-voyants ou presque. Et on se passe le maillot quand on court et que c'est pas le même guide. Donc j'ai effectivement les maillots. Mais c'est pas identifié au niveau de la réglementation et personne ne sait qu'éventuellement il peut y avoir des duos dans ce cadre-là. Merci beaucoup pour cette belle introduction. J'ai une petite question maintenant, 3 petites questions qui sont héritées du questionnaire de Proust. Est-ce que vous pourriez me raconter l'un et l'autre? On va commencer avec toi, Jacques. Ce qui est une journée parfaite pour toi, au sens très large. Écoute, moi, je n'ai pas de journée parfaite. Tous les jours sont différents. Néanmoins, quand je commence dans un cadre plus sportif, par faire soit un entraînement, soit une course, je pense que les jours de course sont quand même très émouvants et très marquants. Que ça soit tout seul ou que ça soit en duo, j'ai comme ça ça me fait effectivement plaisir de commencer ma journée par aller courir. Alors aujourd'hui que je suis un petit peu handicapé de ma jambe gauche, je ne déprime pas encore, mais il va pas falloir que ça dure trop longtemps. Après, la journée parfaite, s'il fait beau soleil, que je vais à la mer, que tu manges un petit sablé, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui compte dans tes journées. Ouais, sablé. Puis moi, une journée parfaite, c'est surtout du partage, de retrouver des gens que j'aime, retrouver. Par moments, je me dis, je vois trop de monde, j'ai trop de copains, je m'en sors plus, là, je m'en sors plus. Voilà, bon, la journée parfaite n'est pas toujours la même. La journée parfaite, elle peut être complètement différente d'un jour à l'autre. Voilà, puis bien manger et boire un petit coup, ça fait toujours plaisir, ça achève bien la journée. Jean-Luc? Moi, je rejoins un petit peu Jacques, il n'y a pas de journée parfaite, il y en a énormément. Il n'y en a pas qu'une, il y en a énormément. Moi, c'est l'inattendu aussi. Par exemple, quelqu'un me téléphone la veille et me dit demain, tiens, tu viens, je te prends. Et on va se balader, j'ai un truc à faire, je ne veux pas être seul, tu veux venir avec moi. Ça, c'est des journées agréables. L'inattendu. Aussi, il faut que ce soit une journée de printemps ou d'été, ça j'adore. Puis en plus, si on y inclut un petit peu un moment de sport, soit de la marche, j'adore la marche aussi. Je fais beaucoup de marche à pied. Ça permet de discuter, ça permet de voilà. Et moi, c'est voir du monde aussi, parce que lorsqu'on est atteint d'une cécité, on est un peu isolé, on a perdu les amis du travail, on a perdu les voisins, on a perdu un peu tout le monde. La méconnaissance de l'handicap fait peur. Les gens s'écartent un petit peu, alors qu'on ne fait pas plus peur qu'avant. Mais lorsqu'on a comme ça d'autres qui deviennent nos amis, qui ont compris plus vite les choses que les autres, et on apprécie ces sorties inattendues, ces sorties partagées et tout ça. Voilà, donc j'aime beaucoup la campagne, donc j'adore marcher quand je vais à Montfort-sur-Meux ou à Montauban de Bretagne marcher, je le fais énormément dans l'année. Et ça, ouais, c'est pas forcément une journée parfaite, mais c'est une très bonne journée. Quelle est, on va rester avec toi Jean-Luc, une plus belle réussite, enfin une de tes plus belles réussites, pareil, qui peut être dans un registre sportif, mais
pas spécifiquement, de façon plus globale? Est-ce qu'il y a une chose que tu considères avoir bien réussi dans ta vie? Voilà, oui, il y a quelque chose qui me vient à l'idée, c'est lorsque j'étais au collège ou au lycée, j'avais cette pensée, si un jour j'ai des enfants, les faire vivre à la campagne. J'ai dit, c'est pas possible qu'on vive dans un environnement de béton et tout ça. Et Il a j'ai pas dit réussi. un béton, hein, tu as entendu, Jacques. Oui. Oui. Et béton, ça prend 2 T, la ville. Alors que l'autre Ne pas n'en a qu'un. confondre. De béton, de goudron, ça manque d'arbres, ça manque de fleurs, ça manque d'oiseaux, tout ça. Donc je me suis dit, allez Jean-Luc, ton avenir, si tu as la chance de mettre des enfants au monde, mets-les de bonne heure en maison et à la campagne. Et c'est ce que j'ai réussi, donc c'est pour ça que, oui, je mettrai ça en devant. Il y a énormément de choses que je pourrais mettre aussi, mais je mets ça en premier. D'avoir mis mes enfants de l'âge de 2 ans jusqu'à 25 ans dans une maison à la campagne et de vivre ce rêve que j'avais mis quand j'étais au collège ou au lycée. Jacques? Donc je voudrais reformuler la question. On peut parler d'un meilleur souvenir ou d'un meilleur... C'est bon, c'est open. Ouais, c'est open. C'est très open. Donc je suis depuis un peu plus de 35 ans à faire de la course à pied. Et donc le grand rêve de tout coureur à pied, c'est lequel, Jean-Luc? Le grand rêve de tout coureur à pied? Le marathon. Le marathon, et lequel? Le marathon de Paris ou de New York. Le grand rêve de tout le monde, de tout coureur à pied, c'est le marathon de New York. Voilà, et donc j'ai eu la chance de pouvoir courir le marathon de New York. Donc c'est des souvenirs, c'est vraiment indélébile. Et puis quand tu te retrouves dans un peloton, là, ligne de départ, et puis que tu discutes avec les gens qui sont autour de toi, et puis qu'ils te disent « Ah ouais, j'aimerais bien faire le marathon de New York ». Et puis moi je suis là, je reste toujours un petit peu discret à écouter, et puis je dis je sais que c'est un grand souvenir, parce que j'ai couru le marathon de New York. Et quand je dis les choses, j'aime bien toujours les dire en 2 fois. Et je dis, oui, effectivement, moi j'ai fait le marathon de New York. Ah oui, 3 fois. Donc tu comprends. Je croyais que tu allais dire, et je l'ai gagné. Non, en deuxième temps. Si je l'ai gagné, parce que c'est une victoire sur soi-même. Donc c'est vraiment, pour un coureur à pied, c'est le Graal. Si tu n'as pas fait le marathon de New York, tu n'as pas fini ta carrière. Peut-être un projet pour le futur? Jean-Luc, est-ce que tu veux refaire un marathon d'abord? Voilà, c'est la question, parce que j'ai l'impression que je fatigue physiquement. Et est-ce que je serais capable de refaire un marathon? À 2, oui. Non, mais de refaire un marathon, de refaire au moins un marathon, même si je le fais tout seul, est-ce que je serais encore capable de faire encore un marathon? J'en ai fait un certain nombre, hein, donc en fait j'aimerais aller jusqu'au marathon des Jeux Olympiques de Paris. Après, Monique va finir par me fouetter si je continue à essayer de faire des marathons. Moi, j'avais envie du marathon de Paris, un peu comme Nasreddine que tu as cité tout à l'heure. Le marathon de 2024. Voilà. Moi, je l'ai fait, le marathon. Et voilà, je veux rester sur cette belle course. Ouais, ces souvenirs énormes et les 3 guides que j'ai eus. Chaque guide avait 14 km à faire. Et on a été au bout de ce projet et voilà, donc j'ai réalisé un peu le rêve. Écoute, en fait, si on peut imaginer qu'en 2024, on arrive à avoir un dossard, on pourrait faire le marathon des Jeux Olympiques. Le marathon pour tous, il porte bien son nom. Voilà, donc, et je suis inscrit sur un site concours pour essayer d'avoir un dossard. Après, je ne sais pas comment ça se passera pour la course par elle-même, pour les dossards. Mais effectivement, ça serait un beau challenge pour tous les deux. Dernière question de ce questionnaire de Proust. Une activité qui vous apaise? Est-ce que c'est les marches dont tu parlais tout à l'heure, Jean-Luc? Les marches dans la campagne? Oui, moi j'aime bien sortir de mon appartement. Et lorsque je sors, je suis accompagné de ma canne. Mais j'aimerais bien aussi continuer tout ce que je fais actuellement, c'est-à-dire au bras de quelqu'un, discuter, passer un moment de marche. C'est super agréable. Et lorsque on ne peut pas sortir, la pluie ou mes amis ne peuvent pas, j'ai des jeux de société, je fais des solitaires chez moi. Voilà, je manipule des choses entre les mains et
par exemple le Rubik's Cube ou des jeux de solitaire. Et voilà, c'est mon passe-temps. J'écoute aussi de la musique, la radio. Je me mets à écouter des films en audio description. Voilà, donc parce que j'avais abandonné ça depuis pas mal d'années, puis là on m'en a offert, donc je profite pour écouter des films en audio description. Et je vais me remettre à la lecture audio aussi. Et au podcast, Jean-Luc. Et Ça au y est, podcast. tu vas devenir fan. Maintenant qu'on m'a appris comment fallait entrer dans le lien et tout ça et tout, oui. Jacques, qu'est-ce qui t'apaise? Alors moi, quand j'ai envie de m'apaiser, je prends mon vélo. Je prends mon vélo et je vais n'importe où. Et la grande différence avec la course et le vélo, c'est que d'abord on est porté, que surtout on peut aller plus loin, parce que quand on fait un entraînement, on va tourner un petit peu en rond, on va toujours aller sur les mêmes lieux, parce que étant très préoccupé d'environnement et de pollution, jamais il ne me viendrait à l'idée de prendre ma voiture pour aller courir, faire un entraînement à droite ou à gauche, ce qui n'est pas la même chose quand il s'agit d'aller faire une course à pied un petit peu loin, de prendre l'avion et de s'évader différemment. Néanmoins, quand je veux m'apaiser, je prends mon vélo, je fais un tour, 30, 40, 50, et je trouve ça très, très agréable et ça soulage un petit peu les jambes qui ont parfois trop couru. Et puis, toujours étant préoccupé par les problèmes d'environnement, tout ce que je peux faire au départ de chez moi à vélo plutôt qu'en voiture, je le privilégie. Je fais tous les mois en vélo de ville, je fais entre 400 et 500 km de déplacement, hors les déplacements d'apaisement pour du vélo plus balade et décontraction. Mais c'est vraiment, j'adore le vélo, c'est vraiment ce qui me fait plaisir. Merci à tous les deux. Je vais maintenant présenter la course qui va nous intéresser aujourd'hui, les Vernoises Nature 2019. Il faut bien admettre que tout Colombo que je suis pour investiguer sur les courses que je partage dans ce podcast, j'ai trouvé assez peu d'informations en ligne sur ces Vernoises Nature. Informations que je vais quand même malgré tout vous livrer ici, en tout cas celles que j'ai réussi à glaner. Donc l'édition des Vernoises Nature, la 5e du nom, feu d'ailleurs Vernoise Nature, on en parlait tout à l'heure avant cet entretien, Jacques. Elle s'est tenue les 7 et 8 décembre 2019 à Vernes-sur-Seiche, en Ille-et-Vilaine. Une centaine de bénévoles ont été mis à contribution pour assurer le bon déroulement de cette édition sur le site de la vallée de la Seiche. Le samedi 7 décembre à 18h est proposé un parcours trail en nocturne de 11 km. Et le lendemain, rebelote, à 10h, a lieu la course dite la matinale, un trail cette fois de 15 km. Donc il y a un défi jour-nuit qui est proposé pour ceux qui voudraient combiner les plaisirs, ce qui a été votre cas à tous les deux, Jacques et Jean-Luc. Également proposé une marche de 11 km et puis des formats à destination des enfants étaient également proposés pour qu'il n'y ait pas de jaloux. La course nocturne elle a confirmé les attentes de l'organisation avec un record de participation et 238 arrivants. En revanche, seuls 170 coureurs étaient engagés sur la matinale. Selon les dires de Gilbert Legendre et Alain Rousseau, qui sont dirigeants de l'US Verne Athlétisme et responsables de l'organisation, cet événement leur prend une grande partie de leur temps et de leur esprit. Après chaque édition, ils ont pour habitude de prendre 3 ou 4 mois de repos avant de se replonger dans l'édition suivante. Donc malheureusement, il n'y a plus d'édition suivante, mais ça va en tout cas d'accaparer beaucoup de leur temps, mais j'imagine pour beaucoup de plaisir. Avant qu'on rentre dans le détail de cette course épique, il y a une rubrique dans le podcast qui s'appelle la question qui pique de course épique. Donc c'est une question gentiment piège. Elle sera très affectueuse, mais voilà, je vais un peu vous taquiner. Je sais que Jacques, tu aimes bien ça, en plus les taquineries, donc chacun son tour. Notre course épique du jour, elle se tient à Vernes-sur-Seiche, je l'ai dit, donc je vais vous proposer un vrai faux de 3 questions sur la seiche. Ce mollusque céphalopode à 10 tentacules que vous devez connaître sur le bout des doigts, j'imagine. Donc vous avez le droit de vous concerter. Et puis si c'est pas la bonne réponse, ça n'est pas vraiment important. Néanmoins, la Seiche de Verne, c'est la rivière. Oui, bien sûr, mais c'est forcément, moi je tire par les cheveux autant que possible pour la question qui pique, je fais des grands écarts que personne n'a osé faire, aucun gymnaste au monde. La Seiche est une championne du camouflage et peut modifier son apparence. Vrai ou faux? Alors, tu veux Moi, je dirais vrai, oui. Mais vrai. attends, en fait, je pense pas qu'elle modifie effectivement sa forme ou quoi que ce soit, mais par contre, elle peut lâcher
L'encre, la fameuse encre de sèche, de façon à se camoufler. Je ne suis pas certain qu'elle puisse changer de forme. Je crois qu'elle peut se confondre avec l'environnement aussi. Si elle se pose au sol ou autre, elle peut se confondre. Elle est un peu caméléon. Voilà. Est-ce que c'est ça? C'est une bonne réponse, effectivement, Jean-Luc. Elle a des milliers de cellules pigmentées qui sont gouvernées par le cerveau et puis elle peut effectivement jouer avec et changer de couleur en fonction de l'environnement pour à la fois attirer des proies ou au contraire se cacher des prédateurs. On la compte, c'est une bonne réponse collégiale. Deuxième question, pas facile. La sèche a 2 cœurs. Aucune idée. Je m'abstiens. Moi, je donne au hasard. Elle n'a pas de cœur du tout. Eh bien, figurez-vous qu'elle en a 3. 3. C'est étonnant. Et il y en a 2 qui servent uniquement à envoyer le sang appauvri en oxygène vers les branchies, chacune possédant son propre cœur. Et donc le 3e se trouve au milieu et transmet le sang oxygéné au reste du corps. Voilà. Bon. On a droit à une question de rattrapage. Absolument, une 3e. Et puis à nouveau, peu importe le résultat. Voilà, l'essentiel, on va tenter c'est de le banco participer. après. Hein. Voilà. Exactement. C'est le but en or. Voilà, la question qui pique en or. La sèche a le sang bleu. Bon, je veux dire oui. Après. Écoutez, moi je vais suivre Jacques. Voilà. Tu as bien fait, Jean-Luc. C'est une bonne réponse. Effectivement, le sang bleu, il véhicule l'oxygène à l'aide d'hémocyanine au lieu de l'hémoglobine, ce qui a un impact sur l'efficacité car le sang peut conserver une quantité moindre d'oxygène et ça fonctionne bien dans les profondeurs des océans, là où l'oxygène se fait rare. Voilà. Tu le savais, Jacques, j'en étais sûr. Tu crois qu'il va nous donner les 1000 €? Bravo. Oui, alors je suis pas bien avec ma valise de petites coupures. Mais félicitations, vous n'avez pas séché sur ces questions et ça, c'est quand même une grande réussite pour vous. Je suis super fier de vous. On va maintenant s'intéresser plus particulièrement à votre course épique, donc c'est Vernoise Nature. Qui a eu l'idée au départ? Qui est venu chercher qui avec cette idée de Vernoise Nature? Moi, je me rappelle, c'est Jacques. Qu'est-ce qui m'a fait peur avec cette course? J'ai eu beaucoup d'inquiétudes. J'ai dit, mais il m'engage dans quelque chose que je ne suis pas capable de faire. Je lui ai posé beaucoup de questions. Et au fur et à mesure des réponses, j'ai dit, mais non, c'est pas possible, je ne vais pas réussir à faire cette course. C'était une première pour toi, Jean-Luc, c'est ça, sur trail? Oui. Je ne voulais pas faire de trail et c'était une première. Et en plus, il la mettait sur 2 jours. C'est-à-dire la veille en pleine nuit, avec une lampe frontale et tout. Oh, il m'inquiète. Tout ce qu'il me disait sur cette course-là, il pensait me rassurer, mais non, il m'inquiétait. Et en plus, c'était 2 courses, la double dose. Oui, la double dose, puisqu'il fallait remettre ça avec plus de kilomètres le lendemain. Donc oui, au préalable, avant la course, c'est lui qui l'a mis, qui me l'a proposé. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a inquiété. Mais moi, je trouvais que c'était pour nous varier les plaisirs. Hein. Mais c'était varier les plaisirs d'une part, mais c'était surtout un beau challenge. C'est quelque chose de... Quand on fait quelque chose que l'on pense un petit peu inaccessible, je trouve que si on réussit, c'est encore plus beau. Et donc, moi, dans cet esprit-là, je me suis dit, allez, Jean-Luc, je vais t'emmener. Et ce qui m'a motivé, c'est que je lui ai posé des questions et il m'a dit, t'inquiète pas, tu te reposeras sur moi et on réussira et je te le promets. Et là, je l'ai cru, je l'ai su sincère et j'ai dit, bon ben, j'y vais. C'est une première et j'y vais. Et à partir de là, il a dit, je vais faire venir aussi un autre non-voyant, Christophe. Et là, ça m'a rassuré tout de suite parce que je le connais. Et j'ai dit, ah ben là, du coup, je n'ai plus le choix, j'y vais. On y va à 2. Donc on a partagé cette inquiétude à 2, moi et Christophe. Est-ce qu'il y avait une plus grande préoccupation sur l'une des 2 courses? Est-ce que ça, en lien peut-être avec soit le parcours, le fait que ce soit la nuit peut-être qui est plus difficile pour Jacques avec moins de visibilité? Pour comment dire, le grand clin d'œil, c'est après avoir fait quelques chutes, avoir passé des fossés à 4 pattes et autres. Donc moi j'étais tellement content. Donc on arrive dans le gymnase, les lignes d'arrivée, et le speaker nous dit bravo. Donc tout le monde était là à nous féliciter. Et puis alors moi je dis au speaker j'ai fait déjà quelques courses avec Jean-Luc, mais c'est la première fois que je suis à égalité avec lui. Et le speaker me regarde et me dit, parce que vous êtes non-voyant, vous aussi. Il nous a complètement désarçonnés. Vous a séché pour le coup là, oui. Parce que si on avait été tous les 2 non-voyants et en pleine nuit, je suis pas sûr qu'on soit encore arrivés là. Moi, ce que j'ai aimé dans cette course, c'est
des sensations autres que habituelles. Est-ce que vous aviez mis en place une préparation particulière? Est-ce que vous aviez été chercher justement des terrains un peu plus délicats à manœuvrer avant en vue de cette course? Moi, c'était plutôt une préparation psychologique. Fallait que je pense cette course, fallait que je la réalise avant même de l'avoir effectuée dans la tête. Et ce qui était bien, c'est que j'ai eu la chance de comprendre que Christophe allait faire cette course. Donc je l'ai invité à dormir chez moi et de venir chez moi. Comme ça, on a pu en parler. Alors il est arrivé il est arrivé la veille de la course. On a mangé ensemble un repas adéquat pour les pâtes et tout ça. Et puis on se parlait beaucoup de la course. Il était très inquiet. Je crois bien qu'il était plus inquiet que moi et on a réussi à se rassurer, à vivre la course avant même de l'avoir effectuée. Et ce moment de partage, finalement, nous a fait réussir ces 2 courses. Parce qu'on a eu cet échange, parce qu'on s'est motivés tous les deux, parce qu'on s'est encouragés tous les deux. Et je pense que c'est ça, cette préparation avant de courir ce fameux soir avec la lampe frontale, en pleine nuit, avec une météo... Boueuse. Il y avait de la pluie, Digne de la il y avait du vent, il y avait des rétrécissements dans les chemins et tout ça. Donc finalement, ça nous a fait du bien de nous réunir avant cette course et d'en parler avant. Est-ce que l'objectif était différent des courses habituelles sur lesquelles vous preniez le départ? L'objectif était différent, mais c'était un vrai challenge. D'autant que c'était historiquement avant la création de notre groupe de harmonie, là. Et donc, je sais pas si tu te souviens, c'est Olivier, mon copain finistérien, qui, au pied levé, a dit « Ouais, je suis intéressé, je vais venir, je viens avec vous ». Au pied levé, il a guidé Christophe et franchement, c'est toute cette préparation qu'on a pu avoir, préparation psychologique, parce que Olivier, c'était une première pour lui aussi de courir avec un non-voyant, mais c'est cette avant-course, cette recherche de guide, ça m'a motivé et j'étais persuadé qu'on prendrait beaucoup de plaisir à faire cette course. Autant sur les courses sur route, on se dit on va tout donner, on donne tout, mais c'est quand même quelque chose où on a l'habitude et on est sur un terrain qu'on connaît. Mais là, c'est l'inattendu. Les obstacles, le terrain boueux. Voilà. Donc c'était quelque chose de nouveau. Je peux dire qu'il y a une très grande différence entre la course habituelle, la course sur route et la course de trail. Ça y est, nous sommes le samedi 7 décembre 2019, 18h. On est à quelques instants du départ. Dans quel état d'esprit vous êtes l'un et l'autre à ce moment-là? Je reconnais que j'ai un peu d'angoisse, un peu d'inquiétude. Comment ça va se passer? D'abord, on part au milieu de la meute, mais de toute façon, comme il fait nuit, il faut se contenter de l'éclairage de nos frontales. C'est là que je commence à avoir un peu d'inquiétude. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va en perdre un ou est-ce qu'on va perdre les deux? Non, mais Tu ne formules évidemment pas tes doutes auprès de Jean-Luc, tu les gardes pour toi à ce moment-là? Donc moi, je suis un peu inquiet. Là, je me dis, j'ai eu... Dans quoi je nous ai embarqués? J'ai eu une idée, mais est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Voilà, bon, et puis après, une fois que la course est partie, ouais, on fait comme d'habitude, hein, on parle, on dit attention, trou, attention, ça monte. Là, attends, il faut tourner à droite, il faut tourner à gauche. Attends, là, je ne vois plus rien. Ah si, ça y est, je vois un signaleur là-bas. Et voilà. Mais c'est vrai que sur la ligne de départ, je suis quand même un peu inquiet de savoir si j'ai pas été trop ambitieux. Moi, de mon côté, j'ai ressenti tout ça, tout ce qu'il dit Jacques, je le sentais différent de d'habitude. Je ne lui posais pas de questions parce que j'étais aussi avec de la trouille aussi, l'inquiétude. Je dis qu'est-ce qui va nous arriver pendant ce parcours? Et je me disais mais ils vont lancer la course quand? Les minutes passaient, il y avait rien. Je dis mais dépêchez-vous, on a envie d'être dedans et de la vivre. Et finalement, c'est arrivé. Et puis, une fois parti,
J'ai été rassuré vite fait parce que j'ai posé la question à Jacques s'il voyait suffisamment devant. Il dit oui parce que je t'ai installé une lampe frontale et ça éclaire très très bien devant. Donc il voyait très bien. Donc voilà, j'ai dit faut prendre obstacle par obstacle. L'essentiel, c'était que tu crois que je voyais bien. Ah oui, c'est ça. Je sais quand tu veux me rassurer et quand tu... Je connais la différence. Ouais. Mais du fait qu'il voyait bien devant lui, que c'était assez large parce qu'il y avait 2 lampes frontales, la mienne sur mon front et la sienne, donc il voyait suffisamment. Je pense était le seul qui voyait autant parce que les autres avec une lampe frontale. Je voyais un peu mieux que les autres. Voilà. Mais j'étais pas pour autant rassuré, ne crois pas. Est-ce que vous avez réussi à prendre du plaisir quand même, ou vous étiez tout le temps dans l'attention très forte et pas baisser la garde? Alors je me suis relâché et je me suis mis dans la course, dans l'effort. Allez, on va dire au 2e kilomètre, là, ça y est, j'avais vu. De toute façon, j'avais de la boue déjà jusqu'aux chevilles. J'étais déjà maquillé par la boue des coureurs qui nous doublaient et tout. Donc voilà, je me suis dit, ça y est, je suis dedans. Bon, on ralentit un peu et on va aller au bout. Bon, par contre, moi, je reconnais que j'ai quand même été tendu un certain temps. Hein, parce que pour moi, j'étais dans la cécité. Et donc, comme ce n'est pas quelque chose que je connais très bien, j'ai été vraiment tendu. Mais quand j'ai aperçu les lumières du gymnase au kilomètre 9 ou 10, c'est que je me suis dit, bon, ça y est, on tient le bon bout, on va y arriver. Malgré toutes les mésaventures qui ont pu nous arriver, on va y arriver, on va avoir fait l'étape numéro 1. C'était quoi les principales difficultés? Est-ce qu'il y a des passages plus compliqués, l'irrégularité des terrains, mais est-ce que la descente, par exemple, c'est un challenge la vision sur les obstacles, le passage des zones boueuses qui, effectivement, on pouvait laisser une chaussure dedans si on s'était trop enfoncé. Donc, l'angoisse qui nous arrive un incident, quel qu'il soit. Quoi. Moi, ce que j'ai trouvé dur, maintenant, c'était à vivre, hein. Mais ces fameuses marches à monter et à redescendre, je ne sais pas si tu te rappelles, je les ai montées presque à 4 pattes. Oui, ben oui. Voilà, et on l'a fait 2 fois, ces marches. Alors, au premier tour, bien évidemment, à 4 pattes, mais au 2e tour, sans problème, puisque je connaissais l'obstacle, je l'avais déjà franchi. Et c'est ces virages aussi, carrément tournés à gauche d'un coup, faire presque demi-tour, c'est pénible, mais voilà, c'est dur. C'est dur, mais c'est faisable. Je suis tombé, ça se compte pas, moi, une quinzaine de fois à peu près. Oh non non, là tu abuses. Ah, mais sur les 2 courses alors? Sur les 2 courses. Ah oui, d'accord, sur les 2. Et j'ai vu Jacques tomber aussi, donc j'étais rassuré, j'ai dit c'est bon, il est de bon niveau. Il y en a pour tout le monde. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle notre lien, même si Jean-Luc l'enfile pour pas le perdre, moi je ne l'enfile jamais parce que je me dis, si jamais je tombe, je l'entraîne avec moi. Donc... Mais c'est vrai que tu as raison de parler de l'eau-parleur parce que on entend de loin. On entend, mettons, on est encore à 1800 mètres, on entend déjà les arrivants, le speaker. Et moi, je trouvais ça... Mais ça n'en finit pas. On se rapprochait de l'eau-parleur, on se rapprochait du speaker, on se rapprochait de tout. Je dis, c'est bon. Et non, fallait encore tourner à droite, le dos au gymnase d'arrivée. Et puis, je dis, mais on va jamais finir. Finalement, on a fini, puis on s'est enlacés, puis on était super heureux d'avoir fait cette première étape parce qu'on était bien conscient qu'il fallait en garder pour le lendemain. Vous rentrez à la maison, donc une petite machine, parce que vous êtes rentré tout crotté, on peut le dire, tout boueux. Est-ce que c'est difficile de se remobiliser pour le lendemain, de savoir qu'il faut retourner sur le terrain et repartir pour un tour avec l'accumulation de fatigue, plus cette angoisse qui est encore toujours présente? Déjà, à l'arrivée chez moi, donc j'avais Christophe qui dormait chez moi, on a discuté de la course, son ressenti. Et puis, on a dû boucher la baignoire parce que tellement on avait de la bouffe. Et puis on se préparait pour la course du lendemain, mais on se dit, mais on va réussir ou pas? Il y a plus de kilomètres. On s'inquiétait beaucoup, mais on s'est dit, faut manger vite fait, il faut aller se coucher, faut pas trop penser, et voilà. Donc on a eu de la chance de se coucher de bonne heure et de faire une bonne nuit. Quant à moi, j'étais déjà à moitié rassuré sur l'avenir de notre 2e course, puisque à
à l'aveugle, nous avions réussi la première, donc même si on avait pris quelques gamelles, donc en voyant, ça allait mieux se passer, même s'il y avait 4 km de plus. Oui. Et un petit peu de pluie pendant la nuit aussi qui est venu vous compliquer la tâche. Oui, mais à partir du moment où j'ai retrouvé ma vision, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses. Même si je ne sais pas comment on a fait pour passer par-dessus le barbelé. Je me suis vraiment trompé. Vous avez perdu la trace, c'est ça le lendemain? Voilà, on a perdu la trace, donc, et puis on est revenu, puis ça nous a bien fait rire. Enfin, moi, personnellement, ça m'a bien fait rire de te faire passer par-dessus. Quel souvenir tu gardes, Jean-Luc? Tu partages la même idée? Je partage que c'était beaucoup plus dur le lendemain. Effectivement, il a plu une grande partie de la nuit, donc tout devenait mou et boueux et glissant et tout ça. On s'est trouvé notre place. Voilà, il n'y avait plus personne devant nous, il n'y avait plus personne derrière, c'était assez libre. Et c'est pour ça qu'on s'est perdu, parce que Jacques voyait plus trop les coureurs de devant. Mais là, c'était horrible. C'était 2 fois, 3 fois plus compliqué que la veille. Alors qu'on voyait. Ouais. On glissait voilà, on avait des passages de boue environ de 20 mètres, voilà, on mettait un certain temps à les franchir. On se tenait pour pas tomber et tout ça. On essayait de garder notre place, notre classement, on essayait de le garder, on entendait des fois au loin, derrière, on entendait des coureurs qui se rapprochaient, on essayait de tenir parce qu'on est compétiteurs aussi. Malheureusement, ils nous ont doublés, c'est uniquement parce qu'on s'est trompé. On a passé par-dessus un barbelé, et puis on a commencé à faire 10 mètres, puis on s'est dit, mais on se trompe, c'est pas par là. On fait demi-tour, et c'est là que... C'est Jacques qui voulait prolonger le plaisir, je pense. Absolument. J'en voulais encore et encore. Vous bouclez cette matinale des Vernoise Nature après 1h42 minutes et 28 secondes d'effort. Je laisse aux éditeurs apprécier le rythme auquel vous avez pu aller pour 15 km. C'est notre temps habituel sur un semi, hein, Jean-Luc. Ah oui. 1h42. Oui, mais là, avec les conditions, le dénivelé, c'est quand même très impressionnant. Ah non, mais quand c'est une première, je découvrais tout. Mais maintenant, s'il fallait le refaire, déjà, je dirais non. Désolé. Tu brises le cœur de Jacques. Mais s'il fallait vraiment le refaire, je pense que je gagnerais en temps. Parce que j'ai vu ce que c'était. J'ai vu où il faut donner un peu plus et où il faut donner un peu moins. Votre sentiment à l'arrivée, l'un et l'autre, qu'est-ce qui prend le dessus? Tu parlais de bonheur tout à l'heure. Est-ce qu'il y a de la fierté aussi qui vient se mêler à ce bonheur? Moi, je me souviens surtout du regard des gens qui étaient là, aussi bien le soir que le lendemain, qui se disent, ils reviennent, ils l'ont refait. Le regard des gens, les yeux écarquillés, en disant, bah dis donc, chapeau les gars. c'est extraordinaire hein, de sentir l'admiration. Oui. Moi, j'ai trouvé ça changeant parce que je n'avais pas vécu depuis longtemps aller jusqu'au bout. Vraiment, cette deuxième course m'a fait aller jusqu'au bout. Je pense qu'il ne fallait pas 2 km de plus, je l'aurais fini en marchant. Mais c'est arrivé, on s'est jeté dans les bras, on était content, on a été au bout. Et on s'est empressé de se mettre sur le côté après l'interview du gars, du speaker. Là. On s'est mis à attendre l'autre non-voyant qui était derrière. Et pour l'encourager, voilà. Et lui, il est arrivé aussi sale que nous, des pieds à la tête, dans les cheveux et tout. Et il n'arrêtait pas de dire que c'était merveilleux, comme moi. Qu'est-ce que cette course, elle vous a appris sur vous? Qu'on peut se donner au bout, qu'on peut aller au bout. J'avais envie de revivre ça, finalement. Aller jusqu'au bout de moi-même, donner tout, des pieds à la tête, de donner tout. Tout mon esprit était dans la course, tout mon physique était... J'étais épuisé, mais vraiment épuisé. Et cette sensation-là, je ne l'avais pas connue depuis longtemps. C'est un challenge renouvelé à chaque fois. C'est dire on va faire ci, on va faire ça. Et donc je vais t'emmener à Bilbao, si tu es d'accord. Il fait ça devant témoin, c'est pas beau Jacques. mais au moins le semi, hein. Au moins le semi. Oui, pourquoi pas, mais à négocier. Toi Jacques, cette course, elle t'a appris des choses? Ça m'a appris que on peut toujours aller au-delà.
on peut toujours faire quelque chose de plus. On peut toujours tenter, au moins tenter de le faire. Mais j'ai trouvé ça super, surtout qu'on avait 2 duos, qu'on n'était pas encore engagé dans notre aventure Harmonie, et que au pied levé, Olivier et Cédric, puisque l'un a fait la course de nuit, l'autre a fait la course de jour pour Christophe, ils ont dit oui tout de suite, quoi. Pour eux, c'était un challenge aussi. C'est pas de l'inaccessible, puisqu'on se dit qu'on va peut-être pouvoir le faire quand même. Mais c'est très chouette de pouvoir faire des choses comme ça et de pouvoir partager pareillement. Des courses comme celle-là et le lien qui est la notion centrale entre vous, ça crée des liens encore plus forts. Elle contribue à vous rapprocher et à vous souder l'un et l'autre et à lier vos parcours de vie finalement. Tu vois bien comment on est l'un vis-à-vis de l'autre, quoi. Même si on ne se voit pas, moins souvent, puisque je résidais tout à côté de chez Jean-Luc dans une vie antérieure, et qu'on se voyait beaucoup plus souvent. Mais là, on fait des choses à distance. On sait qu'on a de la présence, on sait qu'on peut se retrouver, on sait qu'on peut faire des choses ensemble. Donc moi, je pense qu'on a un lien très fort l'un vis-à-vis de l'autre. Moi, Jacques, il donne beaucoup. Par exemple, il habitait à côté de chez moi. On avait plusieurs entraînements. Il me téléphonait un quart d'heure avant l'entraînement. « Est-ce que tu viens ? Je vais courir. » Voilà, c'était inattendu, c'était agréable, c'était bien. Puis quand il a vu qu'il allait déménager, voilà, t'as un peu déménagé, il a créé cette harmonie pour que je puisse, ce petit groupe-là, pour que je puisse trouver des guides. Et en quelque sorte, il a mis en place quelque chose qu'il ne pouvait plus faire régulièrement. Et avec autant de rendez-vous. C'est-à-dire qu'on est allé chercher Cédric dans un premier temps, puis on est allé chercher Philippe, donc qui sont pas loin de chez toi. Donc, voilà. Donc ça permet de pouvoir compter sur quelqu'un. Puis après, quand même, par ailleurs, tu as beaucoup de personnes. Oui. Par rapport à la cécité, j'aimerais bien qu'on prenne les non-voyants que finalement, c'est très bien adapté la course à pied. Il suffit de trouver un copain, un guide, et c'est une discipline qu'on peut pratiquer avec aisance. Et je pense qu'effectivement, c'est à la portée de tout le monde. Donc, les non-voyants, rejoignez-nous, et les guides, venez nous voir. N'hésitez pas à m'écrire, guillaume@courseepic.fr, et je transmettrai les messages à Jacques et Jean-Luc si vous avez des témoignages ou envie de contribuer et de les accompagner. Une question jamais simple, un souvenir qui vous reste de cette course, s'il y en avait qu'un moment. Je pense que c'est des moments de solidarité quand on s'est retrouvé en difficulté et malgré nos lampes frontales de se demander « t'es sûr que c'est par là ?» Mais c'est vraiment une très belle aventure, la course de nuit et le trail par lui-même, que ce soit de jour ou de nuit. Mais la course de nuit, c'est quand même sympa. Et justement, à Bilbao, le départ, c'est à 20h. J'ai l'impression qu'il essaie de te vendre quand même Bilbao, Jacques. Je crois aussi. Très légèrement. Ce que j'ai aimé de cette course, finalement, c'est la plus dure le lendemain. Bien sûr, je l'ai vécu durement, mais c'est celle-là que je retiens le mieux, le lendemain. Et puis, toutes ces égratignures que j'avais aux genoux, aux coudes, un peu partout, ça, c'était pas mal. Souvenirs. Pendant 8-10 jours, là, c'était pas mal. Après la course. Ça valait le coup d'y aller donc. Oui, absolument. Oui. Je ne sais pas si je m'engage à refaire une course de ce genre. En tous les cas, j'en ai vécu une et elle reste en mémoire. Je vous propose l'un et l'autre de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Une citation, une devise qui vous inspire, qui pourrait illustrer votre philosophie de vie ou de votre pratique ou de votre rapport à l'autre. Enfin voilà, une phrase qui pourrait exprimer tout ça au mieux. Qui veut commencer ? Je vais commencer. C'est quelque chose que je dis assez souvent. La parole, alors par contre je ne sais pas d'où ça vient, il faudrait que je fasse des recherches, mais ce n'est sûrement pas de moi. La parole, comme la flèche, ne revient pas. Regarde avant de l'envoyer qu'elle ne soit pas empoisonnée. Tu as reçu des flèches empoisonnées ? Non, mais il faut quand même... j'ai toujours...
J'ai toujours fait attention à ce que je disais par rapport à la personne avec laquelle j'allais pouvoir converser, en me disant que c'est parfois des choses qui peuvent être un petit peu définitives et que de ce fait, il faut préserver, il faut faire attention, il faut toujours faire attention à l'autre. Donc voilà, donc j'ai toujours eu un petit peu cette philosophie de faire attention à ce que je dis. Jean-Luc, tu as une petite idée Oui, moi je mets en pratique une petite phrase, c'est il faut y aller, il faut s'engager, il faut vivre le moment et surtout ne jamais rien regretter. Très beau motto de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous cette grande première en trail pour vous. Merci Guillaume. Merci, Guillaume. Ça a été très chouette de vivre ces moments de partage entre guides et non-voyants. Je pense qu'on a très bien compris l'essence de ce que et l'un et l'autre vous vivez ensemble et à quel point finalement c'est facile et souhaitable à mettre en œuvre, en tout cas qu'il ne faut pas se mettre de barrières. Ça sublime aussi, je pense, cette discipline qui est la course à pied qui permet tout particulièrement dont on connaît les multiples vertus. C'est un bon moyen de vivre des bons moments d'accomplissement tous ensemble. Donc voilà, merci à tous les deux pour ce souffle, cet esprit de solidarité que vous incarnez merveilleusement bien et puis pour votre enthousiasme à toute épreuve et qui est très porteur. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Donc rendez-vous à Bilbao. Je crois que Jean-Luc, il y a le stylo dans la main, il n'y a plus qu'à là. Ça va se faire. Ce sera la suite du Summit de Paris, qui est en mars. On va finir l'épisode alors. Oui. À bientôt et profitez. Au revoir. Merci. Merci à tous les deux. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique, évidemment.